pouvez couper éventuellement micro surtout pour éviter les interférences. Caméra, si vous le souhaitez, ça évite d'avoir trop de fenêtres, sauf quand vous souhaitez intervenir. Parce que bien sûr, pour commencer, donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous, pour ce nouveau webinaire, ce nouveau TEDUC consacré à l'enseignement du changement climatique et de ses enjeux. Alors avant de commencer, vous dire simplement que ce webinaire se veut interactif, donc n'hésitez pas à échanger dans la partie discussion de Teams. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences, vos témoignages. Et puis, la seconde partie de ce webinaire, à partir de 17h30 environ, sera consacrée, entre autres, aux questions du public. Donc, vous pourrez prendre la parole comme vous le souhaitez. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les TEDUC, j'imagine que certains commencent à avoir un peu l'habitude. Ce sont des rendez-vous qui sont proposés par Universcience et qui font se croiser les regards des professionnels de l'éducation et de la médiation scientifique. Ce TEDUC aujourd'hui est proposé en partenariat avec le CRAP Cahier pédagogique. Alors, comment enseigner le changement climatique et ses enjeux? En 2019, le ministère de l'Éducation nationale a souhaité renforcer les programmes relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable, donc dans les programmes du CP à la 3e. Le Conseil supérieur des programmes a rendu sa copie en décembre 2019 en proposant d'impliquer toutes les disciplines. Côté lycée, la refonte récente des programmes intègre également davantage de notions scientifiques autour du climat. La volonté est donc là, mais qu'en est-il sur le terrain? Comment les professeurs peuvent-ils intégrer cet enseignement à leur discipline? De quelles ressources disposent-ils et surtout quels sont les enjeux d'un tel enseignement nécessairement transversal, idéalement partagé dans une dynamique collective? Ce sont ces questions-là et bien d'autres que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Léna, qui je crois n'est pas encore avec nous, mais ça ne saurait tarder, astrophysicien, professeur émérite à l'Université Paris Diderot, membre de l'Académie des sciences, président honoraire de la Fondation La Main à la Pâte. Donc bonjour, s'il est là, je ne sais pas. Nicolas Demarthe, professeur des écoles en charge de la coordination du centre pilote La Main à la Pâte de Nogent-sur-Oise, bonjour. Mathilde Tricoire, enseignante de sciences de la vie et de la terre en collège-lycée, responsable pédagogique à l'OCE, l'Office for Climate Education, bonjour. Bonjour. Noémie Garrigou, co-référente du groupe Éducation et sensibilisation à Notre Affaire à tous, association citoyenne qui utilise le droit comme outil de lutte face au changement climatique. Bonjour. Et puis, avec nous, nous aurons aussi beaucoup d'autres intervenants. Je ne vais pas tous les citer, en tout cas pas tous les présenter tout de suite. Guillaume Chevalier, Evelyne Roque, Valérie Bessard, Pauline Anglerot, Benoît Marienval. J'aurai l'occasion de les présenter au cours de ce webinaire. Alors bien sûr, on pourrait débuter par un état des lieux, et le constat serait peut-être un peu amer, avec bien des insuffisances encore, des professeurs pas assez formés pour enseigner le changement climatique, des élèves encore trop peu informés aussi sur cette question devenue incontournable, un enseignement qui peine à prendre la mesure de l'urgence. Néanmoins, il m'a semblé plus intéressant de débuter d'emblée ce webinaire en évoquant ce qui fonctionne, les ressources qui existent aujourd'hui pour les enseignants, pour les professeurs, médiateurs, pour s'approprier ces ressources lorsqu'ils souhaitent mettre en place un enseignement autour du changement climatique et de ses enjeux. Alors pour commencer, j'avais envie de donner la parole à Pierre Léna, donc je ne sais pas s'il nous a rejoint maintenant. Pierre Léna, êtes-vous avec nous? Peut-être pas. Bon, alors peut-être Mathilde Tricoire je voulais commencer avec l'OCE, l'Office for Climate Education, donc émanation de La Main à la Pâte, qui propose de nombreuses ressources pour les enseignants. On y retrouve ce qui a toujours été l'ADN finalement de La Main à la Pâte, qui est la pédagogie active. Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est l'OCE et les ressources qu'il propose? Alors, donc l'OCE a été fondée il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, donc en 2018, et c'est effectivement une fondation abritée par la fondation La Main à la Pâte, donc qui reprend les grands principes, comme vous l'avez dit, d'enseigner les sciences à travers des pédagogies actives. Et en fait, la particularité de l'OCE, c'est de se focaliser en fait sur l'éducation au changement climatique. Donc pour ça, en fait, on développe différents axes. Donc on fait de la formation d'enseignants et d'enseignantes en France et à l'étranger. Par exemple, on intervient en collaboration avec les maisons pour la science en région en France. On intervient également dans les plans académiques ou les plans nationaux de formation. Et puis, on fait également de la formation à destination d'enseignants de pays en développement en Amérique du Sud et puis également en Asie du Sud-Est.
Donc ça, c'est un premier pan de notre activité. Et également, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des ressources pour les enseignants, donc pour arriver à enseigner ce changement climatique. Et en fait, pour faire ça, on se base sur les rapports du GIEC. Donc régulièrement, le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, produit des rapports, donc plutôt à destination de la société politique, on va dire, ou alors des autres scientifiques, qui font un état des lieux des preuves qu'on a du changement climatique, qui proposent également des scénarios de projection de ce changement climatique. Et une partie de notre activité, c'est de rendre finalement accessibles en fait ces rapports aux enseignants. Donc pour ça, on produit des rapports simplifiés, didactisés. Donc les rapports du GIEC, c'est des rapports qui font 800 pages, que tout le monde n'a pas le temps ni l'envie de lire, et on les simplifie pour qu'ils fassent une vingtaine, une trentaine de pages, et que les enseignants puissent finalement s'approprier ces contenus, c'est-à-dire avoir des connaissances actualisées en fait sur ce changement climatique, donc des bases scientifiques. Et puis également, on fait une activité on produit des manuels pédagogiques avec des activités clés en main qui sont disponibles sur notre site web et qui permettent aux enseignants, principalement de primaire et de collège, cycle 3, cycle 4, de pouvoir finalement avoir des activités, des idées d'expérience, des idées de projets qu'on peut mettre en place pour finalement transmettre toutes ces notions. D'accord. Donc là, on part de l'enseignement vraiment scientifique, comprendre qu'est-ce qu'est le changement climatique, on comprend finalement les rouages et on comprend que finalement, il est important d'avoir cette démarche d'éducation active, finalement d'engager les élèves. Il ne s'agit pas simplement de leur enseigner de façon un petit peu verticale, mais vraiment de les rendre actifs. Justement, Nicolas Demarthe, continuons avec vous. Vous travaillez à la main à la pâte, donc finalement, le CE, la main à la pâte, il y a une parenté évidente. Et cette démarche de pédagogie active, vous l'avez mise en place avec des élèves de CM1, CM2, à travers un projet qui s'appelait, mais vous allez me rappeler comment s'appelait ce projet, on va en parler. Alors, nous, effectivement, on a commencé la première aventure autour du climat, elle date de 2009, en fait. On avait déjà travaillé à l'époque à partir d'une ressource qui avait été produite par la main à la pâte, qui s'appelait Le climat, ma planète et moi. Et voilà, et donc on a mené ce projet une année, 2 années, je crois, et puis après, on est passé sur d'autres thématiques scientifiques. Et on a repris vraiment cette question à bras-le-corps, finalement, Mathilde parlait de la naissance de l'OCE, mais finalement, c'est à peu près ça concorde. Ça qui est en 2018-2019, eu égard notamment aux recommandations du CSP, au fait que le ministère a commencé à réfléchir sérieusement à l'urgence d'inscrire dans les programmes l'enseignement du changement climatique, on a démarré quelque chose en 2018-2019 autour de la formation des enseignants. Alors, j'en parlerai peut-être après, mais c'est important parce que c'est intimement lié au fait de pouvoir démarrer quelque chose de sérieux en classe. Sans formation, tout le monde a bien compris que c'est inenvisageable d'engager un enseignement ou une éducation au changement climatique en classe avec des élèves de CM1, CM2. Hein, je ne parle même pas d'élèves du lycée ou du collège. Donc, on a effectivement, depuis maintenant 2 ans, on a accompagné une soixantaine, alors on a accompagné en formation une soixantaine d'enseignants et on a accompagné en classe, nous, sur le secteur de Nogent-sur-Oise, puisque le centre pilote est sur Nogent, une vingtaine d'enseignants depuis 2 ans. Donc là, c'est la 3e année où on travaille avec des classes sur la question climatique. D'accord. Alors justement, vous aviez une petite présentation à nous montrer sur cette question, puisque donc, vous avez formé des enseignants, vous avez beaucoup d'élèves ont été formés sur le changement climatique. Vous allez nous expliquer en quelques mots, en quelques images aussi cette démarche. Oui, ça peut être intéressant effectivement de prendre le début, parce que un peu la genèse. Donc effectivement, ce que je voulais dire juste en préalable, c'est que j'évoquais le fait d'avoir eu une première expérience sur l'enseignement du climat il y a 11 ans, hein, en 2009, et que finalement, aujourd'hui, ça devient extrêmement urgent. Si en 2009, on était déjà intéressé par la question, je pense que le caractère d'urgence n'était pas encore aussi présent 10 ans plus tard. Donc j'imagine ce que ça pourrait être dans 10 ans. C'est intéressant aussi de faire un peu de rétrospective.
Alors, sur cette diapo que vous avez mise, on peut peut-être la remettre, c'est effectivement un temps de formation qui a été justement mené en partenariat avec l'OCE. Là, en l'occurrence, c'était Lydie Lescarmontier qui était intervenue dans cette formation, mais Mathilde Tricoire était venue à l'un de ces stages, puisqu'il y a eu, en fait, il y a eu 3 stages en 3 ans. On a formé 90 enseignants, dont des professeurs de collège qui ont rejoint, ça c'est très intéressant, j'en parlerai tout à l'heure, hein, la liaison avec le collège. Mais en fait, sur les 60 enseignants qui ont été formés, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a fait un peu des statistiques, on a vu qu'il y en avait la moitié qui se sont engagés dans un travail en classe. Alors, de façon plus ou moins approfondie, certes, mais quand même. C'est-à-dire que cette formation d'une journée, enfin de 2 jours en fait, finalement, elle a donné lieu à un travail en classe et c'est quand même ça l'essentiel. On a aussi constaté que face à cet engouement des enseignants qui souhaitaient venir, qui se sont inscrits au PDF, au plan de formation académique, il y a eu une demande très forte. Et du coup, la DSDEN a souhaité qu'on reconduise ces stages, avec notamment nos partenaires, l'OCE en particulier. Et on peut peut-être juste passer à la diapo suivante, parce qu'on a constaté justement que ce que nous disent les enseignants au cours de ces stages, c'est que finalement, ils ont... alors d'abord, il y a un souhait de s'informer. Il y en a qui souhaitent se former, bien évidemment, mais il y en a aussi qui souhaitent s'informer, parce qu'il y a vraisemblablement un manque encore d'informations sur la question climatique. Alors, ce qui ressort, c'est que la plupart nous disent qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment les notions, que certains d'entre eux ne sont pas à l'aise avec les expériences. Ils s'interrogent aussi sur les solutions pour agir pour le climat. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à l'école? Et enfin, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'ils nous disent qu'ils pointent en fait l'aspect chronophage du sujet, parce que c'est un sujet effectivement vaste, assez complexe. Et surtout, ils nous disent que face aux programmes qui sont très chargés du côté des fondamentaux, vous le savez, hein, maths et français, eh bien, il reste finalement pas assez de temps pour traiter de la question, d'abord des sciences en général, et la question climatique en particulier. Alors, si on passe à la diapo suivante, et je vais continuer, puisque ça c'est lié, hein, pour moi, la formation et le travail en classe. Donc, effectivement, ça, je l'ai déjà dit. Donc là, on a quelques photos de situation de classe, d'élèves en train de... Donc ça, c'est des CM1, donc des élèves de CM1 qui ont travaillé sur l'éducation au changement climatique. Ces élèves qui ont travaillé au CM1 reconduisent cette année le projet en CM2, ce qui veut dire qu'on a créé aussi alors je vais en parler après, mais on peut peut-être passer à la diapo suivante, parce que on va voir en quoi les ressources pédagogiques sont essentielles. La formation, certes, mais les ressources clés en main, c'est le deuxième atout. Et là, effectivement, on a fait un travail avec l'OCE, on a travaillé aussi à partir des outils qui avaient déjà été élaborés par la main à la pâte, et on a finalement sorti une sorte de compilation qui en fait s'appelle finalement le climat entre nos mains et non plus le climat et moi, je le signale au passage. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette ressource qu'on a produite, on n'a rien inventé, on a juste recompilé, ou on pourrait dire fait un peu la synthèse de différentes ressources par rapport aux besoins des élèves et des enseignants de notre secteur. Je rappelle qu'on est en éducation prioritaire. Et puis, si je continue, je ne sais pas, Marie-Catherine, si je continue, parce que la diapo suivante, elle montre effectivement l'importance d'un travail dans la progression, dans la progressivité, dans la continuité, je devrais dire. Parce que on s'est rendu compte que finalement, travailler une année sur le changement climatique et puis l'année d'après plus rien, ça n'a pas de sens. Et qu'il faut absolument que là, c'est, je pense, un défi de l'éducation nationale et des partenaires, c'est d'arriver à construire un cycle, alors cycle 3, cycle 4, une progressivité, et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que d'une part, le double avantage de travailler comme ça, c'est qu'on va pouvoir alléger pour chaque année la somme des connaissances à acquérir pour comprendre la question climatique. Et puis aussi, le double avantage, c'est que finalement, on va créer cette progression et ce lien essentiel pour que les enfants puissent mener ce projet sur plusieurs années. Donc nous, notre enjeu, là, notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec les professeurs de collège pour construire une séquence sur les 3 années du cycle 3, et puis après, on espère que ça continuera au cycle 4 et au lycée, bien évidemment. Mais en tout cas, on aura déjà fait notre part du travail à travers ce séquençage que vous avez sous les yeux.
Et la diapo suivante, oui, c'est celle que vous avez mise là, elle montre évidemment, alors là, on a fait que reprendre une articulation qui est proposée dans les ressources de l'OCE, c'est-à-dire en fait comprendre la question climatique, les mécanismes du changement climatique pour agir pour le climat. Voilà, et puis, voilà, alors cette diapo, je trouvais important aussi d'en parler parce que il y a ce travail en classe qui est conduit, comment dire, peu à peu, petit à petit, à travers la découverte des conséquences, des origines du changement climatique. Et puis ensuite, il s'agit de trouver des solutions parce qu'il ne faut pas rester sur des considérations, sur un constat qui est effectivement assez terrible et puis qui peut être très anxiogène pour les élèves. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est aussi d'inviter, de permettre aux élèves de rencontrer, alors en présentiel, là aujourd'hui, actuellement c'est compliqué, mais en tout cas, nous on l'a fait pendant 2 années. Et on a accueilli des scientifiques parce qu'il nous semble important de faire en sorte que les élèves comprennent bien que cette étude du changement climatique, elle repose sur des faits que la science met en lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas une vue de l'esprit de l'enseignant qui d'un seul coup se lève le matin et va dire on va faire du changement climatique. Voilà. Et donc, du coup, on a reçu à la fois Lydie Escarmontier de l'OCE et Nicolas Caillon, qui est aussi glaciologue et qui est venu rencontrer les classes. Alors là, on parle beaucoup de science, finalement, effectivement, d'expliquer un petit peu qu'est-ce que le changement climatique, et c'est déjà d'une très grande complexité. Mais évidemment, c'est un enseignement qui doit être pluridisciplinaire. On ne s'adresse pas seulement aux professeurs de physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, etc. Les profs d'histoire géo doivent aussi intégrer cet enseignement dans leurs cours. Et donc cet enseignement, donc il faut aussi parler des conséquences sociales du changement climatique, des problématiques humaines, d'adaptation, d'atténuation. Donc on fait appel aux sciences de l'homme, aux sciences sociales, à l'économie. Alors Noémie Garrigou, à notre affaire à tous, justement, vous parlez un petit peu de toutes ces autres facettes finalement de l'enseignement du changement climatique à travers la notion de justice climatique. Peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer. Noémie Garrigou, êtes-vous là? Ah, je crois qu'elle n'est pas là. Bon, alors sur cette notion, est-ce que Pierre Léna nous a rejoint peut-être? On a quelques invités qui ne sont pas présents, j'ai l'impression. Peut-être un souci d'heure. Non, Pierre Léna nous rejoindra un peu plus tard, Marie-Catherine. D'accord. Et Noémie Garrigou n'est pas présente encore. Je ne pense pas. Bon, tant pis. Alors Mathilde Tricoire peut-être sur ces questions, oui, s'il vous plaît. Ah, on n'entend pas votre micro, il est désactivé, pardon. Oui, je l'avais désactivé pour éviter les bruits. Oui, je peux rebondir parce qu'effectivement, jusqu'ici, on parlait beaucoup de science, etc., d'expérimentation. Mais justement, dans nos guides pédagogiques dont tu as parlé un petit peu plus en détail, Nicolas, on essaie de s'efforcer de faire rentrer également les sciences sociales, les sciences humaines. Par exemple, on a fait une séance sur la justice climatique pour que les élèves comprennent un petit peu ces concepts de justice, le fait que les pays qui produisent finalement le plus de gaz à effet de serre ne sont pas ceux qui vont être les plus affectés par les conséquences du changement climatique. Et on travaille pour ça beaucoup avec des enseignants d'histoire géo, des enseignants de primaire, des pédagogues, etc., qui vont avoir pour le coup des retours qui sont plus sciences humaines et sociales que ce qu'on peut avoir nous au sein de l'équipe, où on est quand même une équipe plutôt de scientifiques. Et puis, Nicolas l'a mentionné aussi un petit peu à la fin de son intervention. Notre manuel est scindé en 2 grandes parties. Il y a une partie on comprend avec des notions effectivement de sciences et puis de sciences, on va dire de sciences type SVT, physique, chimie, un petit peu de mathématiques et puis des sciences humaines et sociales. Et puis il y a toute une partie sur l'action. Et en fait, quand on essaye d'encourager les élèves à proposer des solutions, justement, on se détourne un petit peu de la science pour voir la question du changement climatique sous ses angles plutôt politiques, sociaux, qui est-ce que ça fait intervenir. Et quand on veut mettre en place des projets, l'idée, c'est vraiment que les élèves, finalement, développent des compétences qui ne sont pas des compétences scientifiques, en fait, qui sont des compétences de vie sociale, presque des compétences qu'on peut développer en éducation morale et civique. Donc il y a vraiment, on essaye vraiment de tenir compte de tout ça parce qu'effectivement le changement climatique et la recherche de solutions à ce problème du changement climatique, c'est quelque chose qui est éminemment pluridisciplinaire.
Alors justement, on a la chance d'avoir une enseignante en philosophie, enfin je l'espère en tout cas avec nous, Evelyne Rogue. Et vous, vous êtes très attachée à la notion d'écosophie. Evelyne Rogue, êtes-vous là? Oui, je suis là, vous m'entendez? D'accord. Est-ce que, voilà, vous pouvez partager un petit peu avec nous la façon dont vous intégrez cet enseignement dans votre, finalement, dans votre programme de philosophie? Je ne vais pas être trop présomptueuse en parlant d'enseignement, parce que comme le disait très bien Nicolas Demarque tout à l'heure, c'est devant l'urgence, je me suis dit qu'il y avait vraiment une urgence à sensibiliser les élèves aux questions climatiques et donc à l'insérer dans le programme de philosophie, mais je ne peux pas vraiment parler d'enseignement. Donc je pense dans quelques années, quand les élèves auront été formés à l'école primaire et au collège, je pense que ça ira un petit peu mieux. Là, pour l'instant, j'essaye de semer quelques petites graines. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la philosophie, si on regarde le programme, l'art, le bonheur, la conscience, le devoir, bon, voilà, on passe très vite, mais bon, la justice, évidemment, on voit qu'on peut s'y rattacher très facilement, la nature, évidemment, technique, temps, bon, et ça paraît un peu plus difficile. Or, si on compte, on voit que dans au moins 10 notions, on peut au moins aborder la question avec les élèves et au moins leur montrer peut-être les enjeux ou les faire réfléchir dans une certaine mesure aux enjeux de la biodiversité. Alors moi, je vous ai préparé un exemple, si vous voulez, très rapidement, parce qu'il y en aurait des dizaines, justement, qu'on pourrait utiliser. Donc, à propos, justement, quand j'aborde la notion de science, qui est au programme, tout simplement, j'explique le texte de Descartes avec l'expérience du morceau de cire qui rappelle peut-être des souvenirs à certains d'entre vous. Et donc, sans justement renoncer aux cours, je dirais, classiques, de philosophie classique qui s'insèrent dans le programme, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure les uns et les autres. Les ressources, effectivement, sont essentielles parce que, bon, on est, d'abord, nous, en plus, on est en pleine réforme de bac, on a le grand oral, enfin, on a énormément de choses à préparer, on n'est pas des spécialistes scientifiques du climat, donc ces ressources, elles nous sont vraiment d'une grande aide. Ça nous permet, moi, je vois, quand vraiment je parle, je commence mon texte et que je prends le morceau de cire, que j'explique que l'exemple de Descartes est sur la ruche et que je veux leur montrer le fonctionnement d'une ruche parce que certains, ça leur dit absolument rien comment fonctionne une ruche ni même à quoi servent les abeilles, je peux insérer facilement une petite vidéo. Alors j'en ai récupéré évidemment, enfin j'ai mes liens qui sont tout prêts d'univers sciences, A comme abeille, donc c'est très court et ça s'insère vraiment dans le cours sans donner l'impression de aujourd'hui, c'est la journée climatique, comme il y a la journée de la femme, ou c'est la semaine de la presse, c'est-à-dire de se dire tout au long de l'année, je peux utiliser des ressources. Alors je suis allée piocher, je dirais un peu en amateur, mais ça fonctionne assez bien. J'ai trouvé aussi des ressources justement sur l'OCE sans vraiment connaître, et maintenant je connais un petit peu mieux l'origine et le fonctionnement concernant le CO2, et je reconnais que voilà, le CO2, les arbres, les effets de serre, bon, c'est pas quelque chose que je maîtrisais. Donc évidemment en amont, ça demande un peu de travail, mais vraiment ces ressources pour nous, j'insiste, elles sont vraiment essentielles et elles nous permettent d'insérer. Donc je disais dans la première partie, donc quand j'explique aux élèves comment on connaît par les sens et que Descartes nous dit la saveur, l'odeur, etc. Bon, évidemment, j'utilise donc ces ressources du blob d'Univers Science et puis je rebondis évidemment sur mon texte et je ne vous fais pas tout le cours de philosophie, je vous en fais grâce, mais dans la deuxième partie, lorsqu'on a justement cette cire qui change d'apparence et qui devient liquide, c'est le moment de montrer peut-être aux élèves dans quelle mesure le réchauffement climatique peut avoir une incidence et une importance sur les ruches, sur les abeilles qui sont à la merci de la météo. Alors, on a les fortes pluies, on sait bien les inondations, les incendies, bon, qui peuvent, évidemment, les abeilles ne peuvent pas y échapper, mais montrer, ça, ils ne pensent absolument pas, que les très fortes canicules ont des répercussions et que quand la cire fond, la reine se trouve engluée et donc ça s'en est fini de toutes les abeilles. Donc c'est peut-être pour essayer, je dis vraiment, semer une petite graine à mon niveau, de leur faire comprendre que nos actions, elles ont une répercussion sur la nature et malheureusement, dans une vision un petit peu utilitariste, je suis obligée d'insister aussi en leur montrant que sans abeilles, on vivrait beaucoup moins bien. Et là, j'insiste aussi donc, dans la troisième partie, quand je reprends le texte, donc là je saute le passage de Descartes, mais qui consiste à montrer que notre connaissance, elle n'est pas seulement particulière, mais elle est vraiment générale. Et j'essaie de leur montrer que nous sommes, nous, qu'une partie d'un tout, et que le tout est vraiment lié. Et là, je leur montre… Oui, allez-y. Non, mais on comprend finalement
que cet enseignement, il ne vient pas se rajouter finalement au programme, mais qui peut s'y intégrer et qu'on peut, comme vous dites, semer des petites graines ça et là. Mais une question, moi, qui me paraît essentielle, importante, c'est aussi la question de l'émotion et la question de l'anxiété. Parce que c'est vrai qu'aborder ces questions climatiques, ça peut générer une certaine anxiété chez les élèves, c'est une évidence. Donc, comment on fait pour déjà enseigner cette grande complexité sans générer un sentiment de résignation et puis sans générer un grand sentiment aussi d'anxiété? Donc, peut-être… c'est peut-être pas… Oui. C'est peut-être pas très original ma manière de faire, mais j'essaye de toujours finir de toute façon par quelque chose de positif. Donc là, je leur montre que les abeilles, elles sont en danger, certains savent, d'autres pas. Mais je leur dis, bon, elles sont essentielles pour la sécurité alimentaire, la nutrition, la biodiversité, et qu'elles permettent de lutter contre la pauvreté. Et donc là, en leur disant, on peut faire quelque chose. Donc comme vous dites, on a les élèves qui disent, ah oui, mais moi tout seul, je peux rien. Ça, évidemment, on a toujours cette réponse. Alors je leur dis, mais si personne ne s'engage, d'abord, du coup, personne ne fera rien. Et puis, j'utilise la légende de Sissa, que évidemment vous devez tous connaître, qui a inventé ce jeu d'échecs en nous disant donc de poser un grain de riz sur la première case, 2 grains sur la deuxième et de doubler donc pas à l'infini, mais en tout cas sur les 62 cases. Et on voit qu'en arrivant d'un grain de riz, donc moi je ne peux rien dans l'esprit des élèves, on arrive à 18 milliards de grains de riz. Donc je leur dis, mais si vous économisez une goutte d'eau aujourd'hui, même un seul individu, vous allez arriver au bout de 62 jours, si on prend les 62 cases, à économiser 18 milliards de grains. Alors j'ai dit, vous vous rendez compte, multiplié par le nombre d'individus. Donc voilà, j'essaye de… Oui, en tout cas, leur comprendre qu'ils peuvent agir à leur niveau. Néanmoins, j'imagine que c'est aussi en faisant qu'on peut se rendre compte, qu'on peut essayer de rendre la chose un peu plus positive. Alors, je crois qu'on a Guillaume Chevalier avec nous, qui est professeur de lycée, le lycée franco-allemand de Fribourg. Oui, bonjour. Vous êtes là, bonjour. Donc, vous, justement, vous avez commencé à mettre en place des choses intéressantes avec vos élèves, notamment pendant le confinement. Vous avez senti qu'il y a eu un besoin d'urgence, qui s'est fait sentir, justement. Et vous avez publié une tribune dans Ouest France. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. L'idée étant d'essayer de mettre en place des projets, des solutions, en tout cas de rester positif par rapport à cette situation qui peut être assez anxiogène. Voilà, c'est ça. C'était au moment du confinement, chacun, les élèves et les professeurs, chacun chez soi, et ça crée quand même pas mal de frustration. Et tous ces élèves et moi-même, et donc on est assez sensibilisés à ces différentes notions. Et on se dit, bon, alors comme disait Nicolas Demarque tout à l'heure, on se disait, bon, alors nous, enseignants et élèves, que peut-on faire finalement? Alors on cherchait des idées, donc on a déjà essayé d'exorciser toutes nos peurs, etc., ou toutes nos angoisses avec cette tribune, en faisant des recherches à droite et à gauche pour essayer de mieux comprendre. Et une fois qu'on est dans cette démarche, on a envie de faire des choses. Donc, on a mis en place un forum pour inviter des acteurs à nous parler de ce qu'ils font. Ça nous a permis de rencontrer des personnes géniales comme Mathilde Tricoire ici présente de l'OSCE, ou notre affaire à tous l'année dernière pour faire une superbe intervention sur la justice climatique. Bien, pas mal de choses. Donc, en fait, le concept du forum est assez simple. C'est qu'en visioconférence, on dit à un porteur de projet, une fois par semaine, 10 minutes pendant le cours, de nous présenter son projet. Et ce forum est ouvert à tous les collègues ou tous les élèves qui le souhaitent. Par exemple, moi, dans mon cours de chimie, en 4e, Mathilde Tricoire nous a présenté le climaton. C'était un vendredi matin à 10h, je crois, pendant 10 minutes. Et puis, 10 minutes après, donc, mes élèves avaient quelques questions. Et là, fin décembre, on a mis en place ce climaton. J'imagine que Mathilde nous en parlera après. C'est un truc génial. Voilà, donc on se rend compte quand on commence à chercher, on est au tout début, on tâtonne, mais il y a plein de gens géniaux qui font des trucs à droite et à gauche. Maintenant, il faut le savoir, ça. Il faut aller chercher la ressource. Donc voilà, c'est l'idée de ce forum. Et vous avez aussi mis en place une lettre d'information et du Citera. Ouais. Et justement, on a mis en place une lettre d'information. Alors, comme nous, on est franco-allemand, donc ça se fait toujours dans les deux langues, pour aller puiser ce qui peut se faire en Allemagne ou en France, et qui pourrait surtout inspirer d'autres. Et quand Nicolas Demarque disait qu'effectivement, les enseignants, nous pensons à juste titre que les programmes sont chargés, qu'on n'a pas le temps, et bien, par exemple, là, il y a une association de Berlin
qui a mis en place un concept, le Friday, qui dit que, eh bien voilà, dans certaines écoles, que ce soit école primaire ou lycée, on va consacrer au moins 4 heures hebdomadaires au cours d'une journée à mettre en place justement tout un tas de projets. On va avoir du temps pour réaliser ces projets-là. Et aujourd'hui, il y a 40 écoles en Allemagne qui ont mis ça en place. Et moi, dans mon école, il n'y a pas encore ça. Et je me dis, effectivement, quand les collègues de ces 40 écoles ont voulu mettre ça, forcément, il y a des collègues, moi le premier, qui auraient dit, oui, mais j'ai mon programme, on n'a pas le temps, etc. Eh bien, ils ont eu l'intelligence, ces collègues-là, de dire, bah, on va le prendre, ce temps. Parce que les élèves ont besoin de mettre en place un certain nombre de projets. Et justement, dans notre newsletter, il a appelé son article « Apprendre à transformer le monde ». Et pour ça, il faut du temps. Donc, je le mettrai volontiers parce que pour l'instant, c'est le texte qui me motive et qui me fait bouger le plus. Apprendre à transformer le monde, laisser du temps aux élèves pour le mettre en place. Et ils ont l'objectif, cette association en Allemagne a l'objectif de faire ça dans 13 500 écoles, puisque ça représente un tiers des écoles en Allemagne. Donc voilà, donc il y a des très belles choses à droite et à gauche, il faut les puiser à l'aide de… nous, on essaie avec ce forum et cette lettre d'information. Et c'est vrai que quand on avait discuté ensemble pour préparer ce webinaire, j'avais été assez impressionnée, je dois dire, par l'engagement des lycéens avec lesquels vous travaillez. On a l'impression qu'il y a un terreau fertile, là, il y a quelque chose, il y a une dynamique qu'il n'y a pas partout. Alors, je me posais la question pourquoi ? Pourquoi là, il y a autant de projets, autant d'envie ? C'était assez, je dois dire, assez impressionnant. Oui, alors c'est vrai. Bon, peut-être qu'on est aussi dans un… Donc, pour situer… donc, nous, au lycée franco-allemand à Fribourg, donc dans le sud de l'Allemagne, peut-être que le franco-allemand favorise ça. On a des Alsaciens, des Allemands qui sont ensemble. Donc déjà, il y a un effort de la part de ces élèves à venir dans ce lycée, etc. Ça demande pas mal de quelques sacrifices. Et en même temps, on est aussi peut-être, on a bien conscience des privilégiés. Bon, donc il y a peut-être un terreau fertile, mais il y a de tout temps un engagement à la base aussi européen très très fort dans cette école. Et ça débouche sur, oui, c'est vrai, beaucoup d'engagement. Mais comme dans toutes les écoles, on est frustré, on a envie de faire des choses, on cherche. En ce moment, nous, en ce moment en Allemagne, on est confinés, là, on fait que du Fernunterricht, de l'enseignement à distance. Et ça patine un peu, hein, comme partout au niveau de l'engagement, c'est pas toujours mirobolant. Alors, Noémie Garrigou nous a rejoint. Alors justement, je faisais appel à vous tout à l'heure en expliquant que cet enseignement était nécessairement pluridisciplinaire et qu'on ne devait pas seulement faire un enseignement scientifique, mais aussi aborder des questions sociales, économiques, et puis les questions de justice sociale et de justice climatique. Alors, notre affaire à tous, vous allez nous expliquer un petit peu quelle est la mission de notre affaire à tous et ce que vous proposez justement aux enseignants et aux élèves. Alors oui, tout d'abord, je suis désolée de mon retard, j'avais un examen juste avant, du coup c'était un petit peu court. Alors, donc notre affaire à tous a été créée en 2015 et en fait, l'objectif, c'est de porter une justice climatique. Donc en fait, un droit de l'environnement qui n'oublie pas le pan social qui est absolument primordial au regard de tous les impacts du changement climatique sur les personnes les plus défavorisées ou les plus exposées aux aléas naturels et climatiques. Donc notre action s'inscrit dans différents pans du droit, donc le pan multinational, responsabilité des entreprises. On a un plaidoyer sur les droits de la nature également. Donc on touche un petit peu à tout et on a un groupe éducation et sensibilisation qui s'est créé l'année dernière, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc notre objectif c'est d'intervenir auprès des jeunes collégiens et lycéens pour les sensibiliser à cette justice climatique. Parce que, à notre avis, on les sensibilise beaucoup au changement climatique, donc on intègre cette partie-là dans nos interventions, mais on ne les sensibilise pas à quels droits sont impactés par le changement climatique, donc le droit à la vie, le droit de propriété, etc. Et donc, en fait, notre but, c'est d'exercer leur esprit critique à travers différentes activités et en leur enseignant le rôle du droit, quels droits sont impactés par le changement climatique, comment eux, ils peuvent se défendre et voilà, comment le rôle de la justice dans tout ça qui est un petit peu mis de côté, en tout cas auprès des jeunes. Et avec toujours cette idée d'une éducation active, puisque vous les mettez dans des situations où ils sont forcés de raisonner. Expliquez-nous ça.
Oui, tout à fait. Donc en fait, on aime bien commencer nos interventions par un débat mouvant. Donc, je pense que vous êtes familier avec le concept. Donc, on leur donne différentes affirmations et ils doivent se positionner dessus. Et donc, c'est important. Donc, on leur donne les gestes d'intelligence collective pour que les débats soient fluides également. C'est très important. Et donc, tout d'abord, ça leur permet de débattre entre eux. Donc, ça commence à les mettre dans le bain. Et puis, ça nous permet, nous, de voir à quel public on fait face. Donc, est-ce que ce sont des jeunes qui sont particulièrement sensibilisés aux problématiques climatiques ou est-ce qu'il y a quelques climato-sceptiques avec lesquels il va falloir composer également pendant notre intervention. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis ensuite, on présente la possibilité aux établissements et puis selon le temps que les professeurs peuvent allouer à nos interventions, et les moyens matériels, surtout en ce moment. On propose différentes activités. Donc, à titre d'exemple, on a une professeure qui nous a contactés il y a 1 an pour mettre en place une simulation de tribunal pénal de l'environnement. Donc, elle est maintenant bénévole très active. Et donc, en fait, avec ses 5e et 4e, donc des élèves assez jeunes, mine de rien, elle souhaite mettre en place une espèce de simulation de tribunal pénal de l'environnement par rapport à un cas concret auquel les élèves sont déjà sensibilisés. Donc, c'est un établissement à Biot, à côté de Nice. Donc, c'est une rivière qui doit faire face aux industries qui rejettent leurs déchets dedans. Le nom de la rivière m'échappe. Mais donc, du coup, voilà, les élèves connaissent de quoi ils parlent. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que les 5e fassent le pan un peu enquête, quelles atteintes, quelles entreprises, que fait la mairie, etc. Et puis les 4e, en fait, mettent en place le tribunal et tout l'aspect procédural. Et donc, on a eu des retours récemment par elle et apparemment, ces élèves sont très, très motivés. Donc, pour une première expérience, ça a l'air hyper intéressant et ça aide beaucoup à les sensibiliser non seulement au changement climatique et aux dommages environnementaux qui peuvent être causés par l'homme, mais aussi à la justice. D'accord. Alors, une question peut-être un peu provocatrice, mais qu'est-ce que vous répondriez à peut-être des enseignants qui vous diraient on manque de temps, le programme est chargé, comment on peut rajouter finalement cet enseignement ou faire venir comme ça des intervenants extérieurs, tout ça prend beaucoup de temps. Nicolas Demarthe, vous faisiez la réflexion d'ailleurs que voilà, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long, sur tout un cycle, etc. Donc parfois ça peut sembler complexe à mettre en place. Tout à fait. Alors déjà, on précise toujours aux professeurs, lorsqu'on est démarché ou bien lorsqu'ils viennent vers nous, que nos interventions s'inscrivent dans le programme, donc surtout dans le programme d'histoire, de géographie surtout, donc avec toutes les problématiques liées à l'eau par exemple, les inégalités sociales qui sont particulièrement traitées. Donc on précise ça et puis nos interventions sont assez fluides. Assez flexible, donc on peut adapter et faire des interventions de 2 heures comme de 45 minutes. Et puis c'est aussi dans cet objectif-là qu'on a créé donc notre boîte à outils en partenariat avec les aventuriers, où l'objectif c'était de mettre en place un espèce de dossier avec des fiches assez courtes et qui présentent les différents aspects du droit de l'environnement, donc droit pénal, droit international, vu que le droit de l'environnement est dérivé en majeure partie du droit international. Donc plein de petites fiches comme ça pour donner les clés aux professeurs. Si lors de leur cours, ils veulent intégrer des problématiques de justice climatique, ils peuvent prendre le temps de sensibiliser leurs élèves aux toutes bases que l'on a intégrées dans la boîte à outils. On a aussi greffé à cette boîte à outils 2 vidéos, donc une sur la hiérarchie des normes pour un peu comprendre comment le droit français est agencé, et une autre sur la justice climatique, où vraiment il y a les bases et puis c'est illustré, donc c'est beaucoup plus didactique pour les élèves. Donc c'est comme ça, on propose le pan intervention, mais aussi on peut leur donner les clés pour que eux, par eux-mêmes, dans le cadre de leur cours, peuvent sensibiliser par-ci par-là à la justice climatique. Mais on comprend quand même que le nerf de la guerre dans toute cette histoire, ça reste la formation des enseignants. Et voilà, il faut beaucoup de force pour arriver, en tout cas être nombreux pour arriver à former tous les enseignants. Alors, je pensais donner la parole à Benoît Marienval, Benoît Marienval, à la fresque du climat, parce que vous mettez en place depuis peu la rentrée climat, avec l'idée un peu qu'il y a urgence maintenant à former le maximum d'enseignants. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Oui, bonjour. Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous.
Alors effectivement, je vais revenir rapidement sur le constat, je pense, du sujet climatique. Pour reprendre ce qu'a dit Mathilde tout à l'heure en présentant le GIEC. Alors effectivement, le GIEC, il a été créé en 88, donc c'est un consensus scientifique qui travaille sur l'évolution du climat et comment les activités humaines aujourd'hui et les sociétés modernes ont un impact sur le climat. Aujourd'hui, il faut savoir que malgré 30 à 40 ans justement de consensus scientifique, de connaissances, on est aujourd'hui très très loin d'avoir connaissance à grande échelle des enjeux climatiques, à la fois dans les entreprises, dans les écoles, mais dans la société de manière générale. Il y a vraiment un manque de connaissances très important. Le sujet est difficile à traiter, il est assez clivant, il parle d'un futur qui n'est pas forcément souhaitable. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'aborder le sujet climatique. C'est pour ça qu'il faut l'aborder de manière très constructive, en intelligence collective, et faire en sorte que les participants, lorsqu'ils en discutent, dans le cadre de l'atelier de la fresque du climat, par exemple, eh bien, ils doivent être dans des conditions propices et fertiles pour pouvoir co-construire une feuille de route et un futur souhaitable face à ces enjeux-là. Donc c'est vraiment la volonté de l'atelier de la fresque du climat, c'est d'acculturer par l'expérience un maximum de monde, petit comme grand, et de créer le déclic nécessaire pour le passage à l'action de manière constructive. Alors il y a 3 phases rapidement dans l'atelier. C'est un jeu de cartes très simple, ça ressemble à ça, c'est quelques cartes qui montrent un petit peu les composantes du dérèglement climatique. Voilà, merci beaucoup, super. Et dans la première phase, on va du coup replacer les cartes en intelligence collective dans l'ordre des causes et des conséquences. Donc c'est en fait un rapport du GIEC très vulgarisé en 42 cartes qui permet de comprendre comment les activités humaines passent par l'utilisation des énergies fossiles, la déforestation, vont impacter le cycle du carbone et comment l'effet de serre va se dérégler et comment cela amène aux conséquences qu'on connaît. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est le groupe qui travaille, l'animateur est facilitateur ou facilitatrice, pas du tout expert, c'est pas l'objectif. L'expertise est dans le jeu et c'est aux participants de le comprendre et de faire par l'erreur le learning by doing, apprendre en jouant. Ça fonctionne très bien. La deuxième étape, c'est de faire une créativité. Alors ça, particulièrement avec les plus jeunes, ça fonctionne très bien. Comment fixer la connaissance, la pédagogie qu'on a vue dans les cartes, par le dessin, par l'écriture, utiliser plusieurs sens pour fixer la connaissance, ça marche très bien. Et en plus, ça permet d'apporter de la légèreté. Pour ensuite, la dernière étape, dessiner collectivement une feuille de route avec une partie débrief émotionnel où on va faire d'un cercle de parole où les participants vont être amenés à partager leur expérience, leur ressenti. Aussi, on va parler de la courbe du changement, la courbe de deuil sur le sujet climatique, comment on peut évoluer avec ce futur qui n'est pas forcément facile à accepter compte tenu des enjeux. Et ensuite, on va collectivement se tourner vers une feuille de route à action, individuelle, collective, pour pouvoir embrasser ce futur et le rendre désirable. Donc ça, c'est vraiment l'atelier de la fresque. Oui, je vous écoute. J'allais dire, comment on fait pour enseigner finalement le changement climatique aux plus jeunes, justement, sans les inquiéter trop? Je pense aux élèves de primaire, typiquement. Peut-être Nicolas Demarque sur cette question. On a eu il y a 2 jours, ou hier, je ne sais plus, une élève de CM1 qui a montré vraiment qui a réagi assez. On ne s'y attendait pas, en fait. La maîtresse était un peu surprise, qui lui a dit carrément, après toute une réflexion, ils en étaient à. Alors, c'était juste avant ou juste après, je ne sais plus, je crois que c'était avant le débat. Ils en sont à la séance où ils ont fait l'effet de serre, ils ont à peu près une connaissance des conséquences, de la situation. Et elle dit, cette élève, elle dit, moi si c'est comme ça, parce qu'en fait on annonce quand même des événements qui vont notamment les événements extrêmes, qui vont se multiplier, probablement si on fait rien, toujours en rajoutant si on fait rien. Et elle dit, moi si c'est comme ça, je préfère mourir tout de suite. Et ça a quand même marqué la maîtresse parce que c'est une anecdote comme ça, mais je crois qu'il faut être vraiment conscient de cette question de l'anxiété. On parle d'éco-anxiété, c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Mais moi, je crois que la réponse, on en a déjà parlé à travers tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, en termes d'action. Je pense que, effectivement, j'en ai parlé avec pas mal d'associations aussi, de collègues qui sont dans des associations comme ATTAC, par exemple, et qui disent qu'en fait, le bon moyen de ne pas sombrer soit dans le déni, soit dans la tristesse, soit dans la déprime, c'est d'agir. Alors évidemment, c'est facile de dire ça, mais c'est quand même, ça me semble assez simple comme idée en fait. C'est qu'en gros, on sait que c'est mal barré, on sait quand même que c'est assez sérieux. Je pense que là, on en a reparlé un instant, j'ai oublié le prénom de l'intervenant qui vient de parler sur la fresque du climat. Benoît Marion.
Voilà, et bien, il a tout à fait raison. Je crois qu'en fait, ça fait 40 ans qu'on le sait, ça fait même plus que 40 ans qu'on sait que ça. Enfin, moi, je vous rappelle de René Dumont qui alertait déjà la question. Enfin bon, et il y en a d'autres. Donc, on va pas revenir sur le passé, maintenant, il faut y aller. Et je crois qu'une des bonnes réponses, c'est de dire aux enfants, voilà, on étudie quelque chose pour ne pas subir. En gros, moi, j'aime beaucoup Marie-Catherine, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a 3 aspects. Il y a l'atténuation, l'adaptation, la sensibilisation. Je crois qu'effectivement, si les enfants ont bien compris qu'on peut encore faire des choses pour atténuer, pour limiter, pour empêcher, ça va être compliqué, mais pour limiter. Mais il faut aussi qu'on soit en capacité de s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de plantation, de revoir l'urbanisme, la ville dans son ensemble, et puis de sensibilisation, parce que c'est aussi important. Si on a 1 minute, j'aurais bien voulu évoquer cette question d'une action clairement intéressante, qui me semble en tout cas moi urgente, c'est de permettre aux enfants qui ont étudié le changement climatique d'expliquer aux familles, aux parents, ce qu'il en est. Donc effectivement, on a organisé, l'an dernier, malheureusement, on n'a pas pu à cause du Covid, mais il y a 2 ans, et on le refera si on peut cette année, à la fin de l'année, quand les enfants ont amassé des connaissances, ont compris les mécanismes, ont vu qu'il y avait des actions possibles, eh bien, ils vont présenter sous la forme d'ateliers, ils vont expliquer le changement climatique aux parents, mais ils vont aussi montrer les actions qui sont possibles de faire, qu'il est possible de faire. Et je crois que c'est essentiel de... Alors les parents, ils étaient emballés parce qu'en fait, on a reçu une centaine de parents entre 18h et 20h30. Et les parents mettent la main à la pâte, discutent, il y a du débat, voilà. Et en fait, c'est un peu une synthèse de tout ce qui a été fait préalablement dans les classes. Voilà. Et je pense que ça, pour moi, ça a valeur presque de thérapie, parce qu'en fait, en gros, je notais les différentes choses qui ont été dites avant. L'action permet effectivement de faire redescendre, en tout cas, une partie de l'anxiété que ça peut générer, mais il y a aussi le débat. Le débat philosophique, c'est super intéressant, et notamment la séance qui est proposée par l'OCE, elle est vraiment géniale. Alors nous, évidemment, comme on a des élèves un peu, dans certains secteurs un peu en difficulté, on adapte, mais tout y est, quoi. C'est qu'en gros, on donne aux enfants la possibilité de discuter à l'appui des connaissances qu'ils ont acquises. Et on leur donne des documents. Alors, ils ont des petits documents, des petits textes. Alors, évidemment, à l'école primaire, on n'a pas des grands pavés. On va faire un débat philosophique adapté à des élèves de 9-10 ans. Et ça, c'est vachement important parce qu'il y a une dimension aussi comment dire, de responsabilité collective. La petite fille dont je parlais tout à l'heure, elle se retrouve, ça c'était avant le débat, donc j'espère que le débat ça va l'aider, mais je pense que oui, parce qu'en fait, le risque qu'on a, c'est de personnaliser, d'individualiser la question. C'est qu'en fait, elle prend la question pour elle, la question climatique, hein, alors que si elle en discute avec ses camarades, et si justement c'est l'objet du débat, ça va permettre de voir qu'il y a des possibilités. Oui, et puis quand même, oui, on en a parlé, le projet. Donc Pauline Anglerot, vous avez travaillé justement avec des élèves de 3e sur des projets, vous me disiez, réalistes et réalisables. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire des projets qui vont jusqu'au bout, avec des financements, et on se rend compte qu'on peut faire des choses. Donc justement, c'est avec les aventuriers que vous avez travaillé, vous allez pouvoir nous présenter ça. C'était Ma ville et moi. Bonjour, oui, je vous remercie. Donc c'est le projet The School Challenge. Et donc, nous avons travaillé en partenariat avec les aventuriers pour voir comment les élèves pouvaient mieux vivre leur ville et rendre leur territoire plus agréable. Et pour ce faire, ce qui a été proposé par les aventuriers, donc c'est vraiment une idée d'être sur une éducation par la recherche, du coup en lien très très fort avec les ODD. Donc là, on a vu un réel engagement des élèves puisque on les a invités à réfléchir sur un territoire local qui est le leur et pour lequel, par une démarche d'éducation par la recherche et par une ingénierie, se sont tournés vers des solutions qui étaient diversifiées. Et donc, ce projet n'attend pas une solution qui est unique. Il n'y a pas une méthode de résolution. C'est les élèves qui, par leur engagement, par l'opinion raisonnée qu'ils vont mettre en place, vont hiérarchiser ce qui fait sens pour eux.
Et donc, dans ce cadre de démocratie participative, vont articuler ce qui est faisable, souhaitable, avec toutes les normes, et notamment avec ce qui est éthique, le droit, les devoirs, et tout ce qui est juridique dont on a pu parler précédemment. Donc, on a vraiment un processus de raisonnement qui est très fort. Nous, c'était avec des objectifs peut-être plus courts comparé à ce qui a été présenté précédemment. Mais ce qui était très intéressant, c'était que c'était un engagement très, très fort des enfants parce que ils étaient sur une capacité à agir sur leur territoire local. On avait quelque chose qui faisait vraiment sens pour deux notions fortes, la biodiversité locale et à la fois la durabilité, ce qui va aller dans le sens des enjeux climatiques, puisque on va être amené à réfléchir à la durabilité et la biodiversité pour l'avenir, autant d'un point de vue écologique, économique, évolutif, et puis la place de l'humain dans tout ça, et que les élèves s'emparent de tout ça avec des dimensions diversifiées. Et ça, c'était la chance qu'on a eue avec ce projet-là, qui finalement n'est pas ancré par une discipline. Et je rejoins l'avis des collègues qui peuvent se dire oui, on n'a pas le temps. Bah oui, on n'a pas le temps, mais en fait, c'est pas du temps perdu. Au contraire, parmi tous ces panels, on a un public mix. Moi, je travaille dans un établissement d'éducation prioritaire, et c'est pas parce qu'on est en éducation prioritaire, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps qu'en fait c'est pas bénéfique. En fait, on se rend compte que c'est que du temps gagné pour plein d'autres choses, et que surtout c'est très très profitable aux enfants en fait. Oui, et d'ailleurs vous aviez été surprise par la qualité de ce qu'ils ont produit, c'est ce que vous me disiez. Ah oui, j'ai été étonnée par la qualité des productions qui se sont tournées donc justement sur des solutions diversifiées, parce que on a des enfants qui ont été tournés sur ce qui se faisait avant, parce que tout à l'heure, il y a un des intervenants dont j'ai oublié le nom disait, moi j'étais alertée, enfin on a déjà alerté tout ça d'il y a 10 ans. Mais donc, il y a des groupes d'enfants qui ont décidé de s'intéresser à ce qui se passait avant aussi. Et il y en a qui étaient tournés vers l'avenir avec Ce qui m'a étonnée aussi, c'est justement l'importance de l'aspect social et économique que certains enfants ont donné à leurs projets qui étaient du coup sous la tutelle de 2 adultes. Donc, les enfants étaient par petits groupes de réflexion, étaient faits par 2 adultes, un expert scientifique et aussi avec un autre adulte qui était mécène de ce partenariat, donc JP Morgan. Et en fait, ils avaient différents aspects, et les groupes d'élèves, par l'argumentation, par le débat, arrivaient à des solutions diversifiées qui leur correspondent en mettant en tension à la fois des savoirs, l'éthique, des valeurs, des opinions, et on arrive vraiment à un choix argumenté et avec une capacité à agir pour l'avenir, en fait. Mathilde Tricoire, vous souhaitiez réagir peut-être aussi à un commentaire d'une personne, Delphine Riccio, je vois dans la conversation. On n'a pas besoin de tout connaître pour agir. Ça, je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'on n'a pas besoin finalement de bien connaître pour agir? En tout cas, Mathilde Tricoire, vous souhaitiez réagir? Oui, alors je souhaitais réagir sur ce qu'avait dit Nicolas tout à l'heure sur la question des émotions. En fait, je trouve que cette question-là, elle est vraiment centrale. On s'en rend compte par des cas concrets comme tu décrivais tout à l'heure, Nicolas. Et puis, on se rend compte en fait que ça montre bien que le changement climatique est quelque chose de transdisciplinaire, puisqu'en fait, il faut tenir compte de ces émotions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux enfants, il ne faut pas les rejeter en fait quand ils se confessent de cette manière, quand ils osent dire finalement ce qu'ils ressentent. Il faut essayer de développer, pourquoi pas, des approches qui peuvent être basées sur de la méditation, par exemple, pour apprendre justement à accepter ces émotions, à savoir ce qu'elles génèrent chez nous, et puis à voir ce qu'on en fait. Finalement, il ne faut pas les mettre à la porte, il faut aussi essayer de se dire elles sont là, et je m'en sers en fait comme d'un levier pour passer à l'action. Et ça, on essaie de le développer de plus en plus à l'OCE. Après, comme je disais, on a une expertise qui est plutôt scientifique. Mais c'est des choses sur lesquelles on se renseigne beaucoup, on lit énormément de choses sur cette éco-anxiété justement, parce qu'elle est absolument fondamentale si on ne veut pas faire des générations
finalement d'adolescents et puis d'adultes qui seront complètement déprimés et qui finiront par se résigner complètement. Donc c'est vraiment, il faut tenir compte de ces émotions, savoir qu'elles sont là, et ça nécessite aussi ça que les enseignants soient formés en fait pour gérer ces émotions-là, parce qu'elles vont être présentes à partir du moment où on va parler de ce changement climatique. Soit les élèves vont les verbaliser, et s'ils ne les verbalisent pas, finalement, elles seront quand même présentes. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas du tout négliger. Et ça me fait penser à une chose que vous m'aviez dite, Evelyne Rogue. Vous me disiez que vous aviez dû faire face à un élève collapsologue et que ça avait été un peu compliqué, que vous avez dû en parler en classe parce qu'il était en train de démoraliser toute la classe. Oui, exactement. Ça m'est arrivé l'an dernier. Et puis, je voulais revenir aussi sur un autre point. Donc, la collapsologie, oui, j'en ai parlé. Je l'ai prise à bras le corps en cours. Et là, c'était la période où je ne sensibilisais pas nécessairement au réchauffement climatique dans mes cours, pensant que, voilà, comme toujours, les autres le font où ça a été fait ailleurs. Mais là, j'ai pris conscience. Et en plus, il y avait une collègue qui avait organisé une exposition de collapsologie avec des élèves de seconde. Donc, j'avais un certain nombre d'élèves pour lesquels il fallait remonter le moral. Et justement, ça me fait rebondir sur ce que disait très justement tout à l'heure Nicolas Demarthe. Il disait l'action et agir. Et je dirais même, alors moi qui suis en terminale et en plus professeur principal chargé de Parcoursup, donc c'est le moment où les élèves, il faut qu'ils s'orientent. Et je pense qu'il faut non seulement qu'ils agissent, mais en plus qu'ils se projettent véritablement vers un avenir. C'est-à-dire qu'on leur dit, essayer. Moi, j'essaye à mon niveau, mais sans tout savoir, évidemment, de leur dire que le climat que nous vivons aujourd'hui, il est le résultat des décisions qui ont été prises il y a 20 ou 30 ans. Et je lisais, alors parce que je ne suis pas spécialiste, Jean Jouzel, Climat, parlons vrai, et qui disait bien que ce sont les décisions et les actions qu'on prend aujourd'hui qui vont avoir un impact sur le climat dans 20 ou 30 ans. Donc là, je dirais aux élèves, il faut vraiment leur dire, effectivement, il faut agir et les cartes, elles sont entre vos mains. Et de la même manière, et du coup, quand on parlait tout à l'heure de l'anxiété, vous aviez tous tout à fait raison, c'est qu'en plus, on oriente les élèves vers des métiers qui n'existent pas encore. Donc il faut leur dire, ce sont des métiers qui vont émerger, des nouveaux moyens de transport qui vont être créés, des nouvelles manières de consommer, et je leur dis, mais le nouveau monde, c'est vous, c'est pas moi, je suis trop vieille pour ça. Donc tout va évoluer. Et je crois qu'il faut vraiment qu'ils aient conscience que les cartes, elles sont dans leurs mains. Oui, et justement, il y a un commentaire là qui me semble intéressant de Obed Lebakwae, qui doit être avec nous, j'imagine, et qui nous explique qu'il est à Kinshasa et que dans son pays, la question du changement climatique reste encore théorique puisque ses effets ne se sentent pas encore de façon concrète. Est-ce qu'effectivement, le fait qu'on ne sente pas encore les effets du changement climatique finalement ralentit le passage à l'action? Peut-être Mathilde Tripoire ou Nicolas Demarthe sur cette question, je ne sais pas. Moi, je me rappelle d'une idée que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est un médecin, un épidémiologiste, puisqu'on comparait, on mettait en perspective la crise sanitaire du Covid et le changement climatique. J'ai évité de dire la crise climatique, et en fait il disait, moi je pense qu'il ne faut pas parler de crise climatique parce qu'une crise sanitaire, ça va passer. Enfin, en tout cas, on en a tous ras-le-bol de ce virus et je pense que ça va finir par passer. Mais est-ce qu'on peut parler au même titre d'une crise climatique? Sûrement pas. Là, on est parti pour 300 000 ans, quoi. Donc, en gros, si je le fais court, parce qu'après, on peut demander à des climatologues de nous donner des détails du changement de l'atmosphère, la composition de l'atmosphère, mais en fait, on est parti sur 300 000 ans, grosso modo. Donc, une crise sanitaire de 300 000 ans, c'est compliqué. Là, ça va être quelques années, 3 ans, peut-être 2 ans, 3 ans. Bon, on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc, faut utiliser les bons termes. Et quand on s'adresse aux élèves, et notamment aux jeunes élèves, c'est super important, quoi, d'être. Moi, j'ai le sentiment d'avoir été un peu. J'étais assez virulent dans les formations, enfin virulent et véhément, je vais dire plutôt, mais en gros, j'en veux beaucoup à notre ministère. Après, je vais arrêter là parce qu'on pourrait débattre de politique, mais j'en veux beaucoup parce que je pense qu'ils ont tardé à réagir. Maintenant, ils savent que on ne peut pas faire autrement. La question, c'est de savoir ce qu'ils vont donner comme moyen. On parlait du temps nécessaire. Alors, c'est très vrai. J'entendais Guillaume tout à l'heure qui parlait de l'expérience franco-allemande. C'est génial, mais on n'est pas en Allemagne. Et on n'est pas dans une. Comment dire? Je pense qu'il y a des landes en Allemagne avec une relative autonomie. Ils peuvent faire des choses que nous, en France, on ne peut pas faire parce que c'est extrêmement centralisé. Même si notre ministre revendique
L'autonomie pédagogique, c'est du pipeau, voilà, on va le dire comme ça, parce qu'en gros, il y a une forte injonction pour faire tous la même chose. En tout cas, je vais pas revenir sur les fondamentaux, mais si on parle du second degré, je vais penser à mes collègues du collège ou du lycée, même topo, quoi, faut le dire. Donc en gros, il faut du temps. Donc si on veut traiter de la question, et en plus elle est géniale cette question du changement climatique, si on y va du côté de ce qu'il faut faire, nous on a des jeunes polytechniciens qui viennent travailler avec nous dans les centres pilotes. Et voilà, et cette année j'ai un stagiaire génial, et lui il prend ça à bras le corps cette question-là. Et en fait il dit il faut avancer. Il ne faut pas qu'on se mette dans. Et donc, faut du temps pour traiter de ces questions-là. Il faut se mobiliser. Voilà, moi, j'ai envie de dire que c'est. Du coup, j'avais une idée, mais elle m'a échappé, tant pis pour, pour le direct. Mais voilà, vous avez compris un peu le sens de mon propos. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à donner aux enfants un cadre. Planifier les choses, leur montrer qu'il y a plein de solutions, plein de possibilités, de nouveaux métiers en perspective, parce qu'on parle souvent du parcours de l'élève, mais oui, il faut leur donner des pistes de réflexion, quel métier on pourrait faire. Dans nos habitudes, évidemment, en tant que consommateur, ça c'est essentiel, mais tout ça c'est lié. Et je voulais dire, c'est qu'en fait, je crois on en a parlé un petit peu, mais il nous semble important, je crois que c'est Pauline qui en a parlé tout à l'heure par rapport au partenariat, et elle a raison, je crois qu'en fait, il ne faut pas hésiter à ouvrir l'école au partenariat, c'est-à-dire aux collectivités locales. Si on fait des actions au sein de l'école, dans l'enceinte de l'école, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même que les enfants comprennent que moi je suis d'accord, c'est le climat entre nos mains, pas entre vos mains, entre nos mains. C'est qu'on est tous concernés, les enfants, les ados, et puis voilà, et les adultes et les vieux, etc. On est tous concernés. Donc il faut dire entre nos mains, voilà. Et je pense que le partenariat, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si on fait un truc dans un collège ou dans un établissement, dans une école ou dans un lycée, il faut penser au contexte, au quartier, à la ville, et un peu plus même que la ville, et que les actions qui sont conduites soient concertées. Voilà. Et ça fait du sens. Si en plus ça aboutit sur des choses concrètes, alors les enfants se disent on n'a pas été trahis, parce que le pire truc qui puisse arriver, c'est qu'on leur fasse croire qu'avec les éco-délégués et compagnie, on leur fasse croire que ouais, voilà, vous allez avoir une petite formation. Et non, il faut qu'on fasse les choses. Et si on les trahit, c'est une catastrophe. Et je crois que c'est Greta Thunberg qui dit ça beaucoup mieux que moi, qui dit le pire danger. Et ça, c'est un texte qu'on a donné en réflexion lors d'un débat. Le pire danger, c'est les gouvernements qui font croire qu'ils agissent, alors qu'en vérité, ils n'agissent pas. Voilà. Ça, c'est une citation de Greta Thunberg. Et je pense que les élèves de CM1 ont lu cette citation et on a discuté de ça. Voilà. Alors, je vois que Roselyne Prieur lève la main. Elle a sans doute une question. D'ailleurs, n'hésitez pas les uns et les autres à vous exprimer. La parole est ouverte. C'était juste pour apporter une pierre à l'édifice de ce que dit Nicolas. Moi, je suis enseignante et je vois bien le nombre d'associations qui se proposent de venir nous aider, quelqu'un qui traverse l'Atlantique, enfin ça m'arrive là, une personne qui traverse l'Atlantique en bateau et qui veut donner des images aux enfants, une autre, avec mon collège, on va faire des choses avec l'OFAGE, sur un projet. Je travaille aussi pour Réseau Canopé. Avec Réseau Canopé, on fait des choses avec l'AFD. Il y a beaucoup d'associations qui veulent aider, qui veulent prendre leur part pas prendre leur part du gâteau, mais participer à faire des actions. Et je pense que là, c'est pas si compliqué que ça de s'y mettre et de faire des choses encourageantes pour les enfants qui, à la fois, soient gratifiantes pour eux et qui soient des actions. Benoît Marienval, vous souhaitiez aussi réagir? Oui, je voulais rebondir effectivement sur ce qui a été dit avant. Effectivement, je pense que on s'en rend compte avec la fresque du climat, puisqu'on la joue avec vraiment tous les publics et auprès de dizaines de milliers de personnes, notamment surtout auprès de l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire aussi beaucoup. Les jeunes sont au courant en fait qu'il y a un problème, et le vrai sujet, c'est de leur permettre de se projeter dans l'avenir, dans quelque chose de positif. Puisque là, ils sont au courant des problèmes, mais ils ont du mal à se projeter.
Et tout simplement parce que je pense qu'il y a un manque de connaissances aussi au niveau au-dessus, au niveau de la génération d'avant et les générations d'avant. On a un besoin d'acculturation et c'est pour ça qu'on est certain qu'il faut former au maximum les enseignants pour donner les clés en fait, de compréhension, de pédagogie, d'acculturation, pour créer une connexion entre les différentes générations et leur permettre aux enfants de se projeter quand même dans quelque chose de positif tout en considérant les enjeux et le constat. Mais voilà, c'est vraiment essentiel de créer ces ponts générationnels pour éviter des clivages, puisqu'il va y en avoir de plus en plus, en fait, c'est normal. Des clivages d'une nouvelle génération qui ne comprend pas et qui responsabilise la génération d'avant. C'est pour ça que former les enseignants, former les générations au-dessus, à acculturer les enfants et à accompagner ce débat, ça me paraît essentiel pour promouvoir l'esprit critique et justement faire ces débats qui seront constructifs. Guillaume Chevalier aussi, je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Oui, je voulais revenir sur ce que disait Nicolas. Ce qu'ont fait les collègues, les 40 écoles en Allemagne là, qui ont pris le temps de au moins 4 heures par semaine, ça vient de la base. Et effectivement, il y a beaucoup de collègues allemands qui disent « Ouais, mais pour mettre ça en place, non, je ne peux pas. » Ils ont les mêmes arguments que moi et que tous les collègues, on n'a pas le temps. Il y a 40 écoles en Allemagne qui ont dit « On va le prendre, le temps. On va s'organiser, on va faire en sorte. » Quand Mathilde Tricoire nous a dit « Bon, on va mettre en place un climaton. » Bon, ben, comment on fait pour avoir 6 heures dans la journée? Bon, ben, il y a le collègue de français qui a donné ses heures, ensuite il y a le collègue de bio qui a donné ses heures, etc. Et en fait, maintenant, tout dépend de nos priorités. Nous sommes en 2021. Je crois que quand on fait un projet climaton, c'est super. En fait, il faudra en faire bien plus que ça. On a tellement de choses à faire. Et donc, aujourd'hui, finalement, le temps, c'est peut-être encore une des choses sur lesquelles on peut agir gratuitement. Eh bien, je crois qu'il faut prioriser les choses. Je ne fais pas le malin, puisque moi, dans mon école, on n'a pas encore mis en place ce système-là. Mais je crois que il est grand temps qu'on laisse la place et surtout que ce soit des projets qui partent des questions de nos élèves. Alors Valérie Bessa, je vois aussi à lever la main. Vous êtes enseignante de sciences de la vie et de la terre en collège, professeur relais à Univers Sciences. J'allais précisément vous donner la parole, donc je vous laisse vous exprimer peut-être. Oui, voilà. Écoutez, je vais peut-être pas être trop longue parce que je vois qu'on arrive quand même en fin de session. Je vais pas parler de la partie dans mon établissement en fait. En dehors de mon enseignement où je m'occupe de travailler un peu sur discuter les arguments avancés par les climato-sceptiques, j'ai mis en place des ateliers EDD. On essaye donc avec des élèves de travailler, de produire quelque chose. Et puis on se lance en connexion avec la Cité des Sciences, puisque je suis professeur relais ici à la Cité des Sciences, pour mettre en place ces éco-délégués, mais travailler aussi la communication, parce que ça c'est quelque chose de très important qui servira aussi dans leur parcours, que ça soit au collège, au lycée avec le grand oral, etc. Donc globalement, l'expression orale est très importante. Et je voulais, si vous avez peut-être le document, au niveau de la Cité des Sciences, en fait, je travaille sur l'utilisation des ressources muséales pour élaborer des parcours de transition écologique pour voir qu'on peut penser à des solutions, on peut essayer de positiver un petit peu pour ne pas trop déprimer les élèves. Donc le document, c'est la carte mentale sur laquelle je travaille. Vous n'arrivez pas à l'afficher? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai envoyé par mail. Oui, effectivement, je ne l'ai pas intégré. J'ai juste pris les photos des expositions. Ah, d'accord. Donc, en gros, dans ce travail, en fait, il y a 4 expos permanentes sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, il y a Objectif Terre, il y a l'expo énergie, l'expo transport, l'expo donc bio-inspiré. Et mon idée, c'est de montrer avec ces 4 expos, si un professeur vient avec ses élèves, divise par exemple la classe en 4 groupes et donc les envoie par groupe sur ces expos, montrer avec une partie des expos la fragilité de notre planète Terre au sens notre oasis de vie, notre petit radeau d'écosystème dans lequel on vit, et donc qu'il faut protéger notre radeau et qu'on a un certain nombre de moyens. Il y a la surveillance environnementale qui peut être faite. Donc ça c'est des photos que l'on trouve à Bio-Inspiré pour montrer donc des écosystèmes qui existent et comment on peut les protéger. Il y a aussi donc la transition énergétique qui est mise en valeur par certaines ressources de cette expo énergie. Et enfin, dans
dans l'expo transport, c'était une autre photo. Je ne sais pas si vous avez trouvé une autre. J'avais envoyé une autre photo aussi. Il y avait donc une possibilité de montrer justement, d'utiliser des moyens de transport, voilà, la voiture verte, etc. Donc en fait, voilà, il y avait quand même des solutions qu'on pouvait mettre en avant pour pas qu'ils soient totalement déprimés. Et je pense que ces parcours peuvent aider à cette mise en avant, voilà, et donner aussi du sens à notre travail sur les éco-délégués aussi, parce que on veut vraiment les mettre en action et pas simplement que ça soit un projet, une lettre morte, hein. Je m'investis quand même pas mal là-dedans dans mon établissement. Voilà, je vais laisser la parole parce que je sais que le temps presse et voilà. Eh ben, on aurait bien voulu donner la parole à Pierre Léna, mais je ne suis pas du tout certaine qu'il soit présent. Je ne crois pas. Donc, c'est dommage, on n'aura pas sa parole. Jean-Michel Zakarchuk, vous vouliez vous exprimer également. Oui, bonjour. Je voulais souligner deux choses. D'une part, on parlait des différentes disciplines qui pourraient contribuer à faire réfléchir sur l'enseignement du climat, et je pense que la partie narrative, la fiction est extrêmement importante, parce que c'est aussi ça qui peut faire raconter des histoires autour du climat. Et je crois que les profs de français auraient vraiment intérêt à s'emparer de la question aussi sur le plan de la narration. Moi, il y a très longtemps, j'ai fait écrire des nouvelles, et on a travaillé sur des nouvelles, et on a fait écrire des nouvelles sur le changement climatique. C'était à l'époque de la conférence de Kyoto, pardon. Et voilà, donc ça, c'est quand même une piste. La littérature, le cinéma, avec les dystopies et voilà, à la fois l'inquiétude, mais aussi l'espoir, etc. Mais aussi l'exaltation de la nature aussi dans les textes, quoi. C'est quand même un thème transversal de la littérature. Ça, c'était un premier point qui est quand même très peu utilisé par les professeurs de français, je crois. Deuxième point, c'est l'importance du travail avec les collectivités. On a parlé du partenariat, on a cité l'exemple de Fribourg, etc. Mais je crois que c'est vraiment important. D'ailleurs, moi, je travaille avec Nicolas sur le plan de ma ville à Nogent-sur-Oise. On travaille ensemble. On a réussi quand même à faire des formations communes, enseignants, élus et services communaux. Et ça, je crois que c'est des choses vraiment importantes qu'il faut développer. Bon, et puis là, j'ai coordonné ce numéro des cahiers pédagogiques urgence climatique, urgence écologique ou urgence climatique, l'un défi pour l'école. Et on donne des exemples aussi de travail avec les conseils régionaux, des choses comme ça, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et donc tout ça, c'est extrêmement important aussi de faire ce travail avec les collectivités en partenariat, parce que c'est pas l'école toute seule qui peut agir. Il y a aussi le périscolaire. Bon, c'est vraiment une mobilisation générale de la société, alors que ça reste encore quand même marginal. Dans le numéro des cahiers pédagogiques, je termine là-dessus, il y a justement Pierre Léna qui explique, puisqu'il n'a pas pu venir, et puisqu'il m'a envoyé un message comme quoi il était pris par l'Académie des sciences, une réunion qui n'était pas prévue au départ, et il insiste, il se combat beaucoup pour qu'il y ait une prise en compte du climat davantage dans les programmes. Pour le moment, c'est quand même encore limité. Même s'il y a eu un petit progrès. Et par exemple, il proposait que dans tous les établissements, il y ait une demi-journée au moins une journée dans l'année qui soit consacrée à ça. C'est pas grand-chose, mais ce serait déjà ça. Ça peut lancer ensuite des projets, mais il y a encore beaucoup à faire, quoi. Et je voudrais rebondir peut-être juste sur cette place de la littérature, du théâtre, des arts, pour peut-être dire quelques mots du projet Science en scène, Nicolas Demarthe. Alors oui, alors ça fera une belle transition, parce qu'en fait, en plus, c'est comme disait Jean-Michel, c'est un partenariat de longue date avec la ville de Nogent, puisque en fait, chaque année, en fonction du thème scientifique abordé, on propose à une classe ou deux de travailler sur un couplage, on pourrait dire, un lien entre la science, la littérature et le théâtre. Donc c'est pas, j'y participe, mais l'initiatrice c'est Virginie Witz, avec qui je travaille au centre pilote, qui est une professeure des écoles
Il se trouve qu'elle a une pratique théâtrale par ailleurs. Et donc, en fait, l'idée, c'est que les élèves puissent étudier un thème scientifique. En l'occurrence, là, c'est le changement climatique. Étudier des textes de littérature, produire des textes. Et puis, ensuite, c'est un travail d'écriture d'une pièce, d'une représentation théâtrale. Et on a, depuis 2 ans, elle a introduit aussi le cirque, en fait. Donc, il y a aussi un certain nombre d'éléments visuels, acrobatiques, théâtraux, de textes, etc. Enfin, c'est quelque chose que je vous invite à... On ne sait pas si cette année on pourra le faire, vous l'avez bien compris, mais en général, c'est au mois de juin. Et donc, à chaque fois, toutes les familles sont invitées, les élèves, les enseignants. Et puis, ce spectacle Science en scène, donc l'an dernier, il y a 2 ans, ça s'appelait Le secret de la glace. Il est précédé d'une conférence d'un scientifique, évidemment, qui va apporter un éclairage scientifique sur le thème étudié. Et donc, il y a 2 ans, c'était Eric Guiardi, qui travaille à l'IPSL et qui travaille aussi avec l'équipe de l'OCE, qui était venu faire une conférence sur la question climatique pour un public vraiment très large, puisqu'on a des enfants, on a des enseignants, on a des parents d'élèves, on a des partenaires. Voilà l'idée de Science en scène. C'est la 10e édition. Et voilà, je pourrais vous transmettre à Marie-Catherine probablement le lien si vous souhaitez voir les captations vidéo de ces spectacles. Mais l'idée est là. C'est justement, on parlait d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité. Je pense que le climat, encore plus peut-être que d'autres thèmes scientifiques, est vraiment propice à un travail sur l'ensemble des disciplines. Et là, pour le coup, il y a de quoi faire, quoi. Et il y a beaucoup. Alors, juste pour terminer, parce que Mathilde doit intervenir après-demain lors d'une. J'en parle parce que c'est aussi important, parce que je sais qu'autour de la table, là, il y a des enseignants, des intervenants du second degré. Et en fait, on est aussi associé, et ça, je trouve ça très, très bien, par le rectorat, pour aider à la formation des éco-délégués. J'en dis un mot, si vous le permettez, parce qu'en fait, Mathilde, justement, et l'OCE en général, nous accompagne dans cette histoire-là, parce qu'en fait, là aussi, on a constaté qu'il y a plein de profs de collèges, de lycées. Là, ça sera vendredi, ça sera avec une dizaine ou une douzaine de lycées. Donc, ça va faire à peu près 100-150 éco-délégués, plus des profs, plus des CPE. Et on s'est rendu compte que là, il y a aussi une demande des enseignants qui sont un peu démunis. Donc, c'est pour ça qu'on les épaule. Et on espère que ça va aller, parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'après, ils puissent être relativement autonomes dans ce qu'ils ont envie de mettre en place avec les éco-délégués dans chaque établissement. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une prof de philo qui s'est mobilisée, qui a beaucoup de sensibilité sur l'EDD. On a des profs d'histoire géo, bien évidemment. On a des profs de français. Enfin, vous voyez, on a un ensemble de professeurs et pas que les sciences. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Je me permets en tout cas de déborder un tout petit peu parce que je vois qu'Anne-Françoise Gibert, donc parmi l'assistance, a levé la main depuis un petit moment. Je ne lui ai pas donné la parole. Donc, on va une question. Oui, bonsoir à tous. Donc, je travaille en fait à l'IFE, l'Institut français de l'éducation, et au service veille, dans l'équipe veille et analyse. Et j'ai travaillé en particulier sur l'éducation à l'urgence climatique. Et en fait, tout ce que vous dites résonne en moi par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur la littérature en sciences de l'éducation. Et également, je voulais partager avec vous des petites choses que j'ai lues récemment. Donc, le dernier numéro de la revue Durable, dans laquelle, en fait, il y a il y a un lien entre cette urgence climatique, le sentiment d'effroi que ça peut générer, et en fait, la mobilisation que aussi ça peut générer. Et dans cette revue, la revue Durable, ils font un parallèle avec ce qui s'est passé pendant la guerre aux États-Unis, où toute l'économie a été transformée juste parce que, on n'avait pas le choix, en fait. Et quand j'entends, par exemple, dire que les enseignants n'ont pas le temps parce que c'est pas dans leur programme, mais c'est parce que, c'est par rapport au climat qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, il faudrait arriver à transmettre ce sentiment d'effroi et ce sentiment d'urgence à tous les enseignants et, en fait, à tout le monde. C'est de ça qu'on a besoin, en fait, pour qu'on mette ce sujet au niveau de la première préoccupation, de notre première préoccupation.
Bon, merci beaucoup. C'est pas évident. J'avais d'autres choses à dire, Oui. mais j'ai pris des notes, hein. Donc ça va être rapide. Donc on n'a pas le temps. Ah bah je trouve pas mon 3. Ah oui, si, le côté sensibilité, le côté sensibilisation, toute la partie art, elle est essentielle. Et toutes les disciplines sont concernées. En fait, aucune discipline ne peut pas dire c'est pas mon problème, en fait. La littérature, la philosophie, on a bien vu, hein, toutes les interventions, le droit. Quand c'est un des chercheurs qui dit qu'on doit travailler à la fois sur les connaissances, sur les attitudes et les valeurs et sur les projets territoriaux. Et beaucoup d'entre vous ont fait le lien avec les projets du local. Et beaucoup d'observations montrent que lorsque c'est concret pour les jeunes, lorsque ça agit sur leur vie quotidienne, bah, tout de suite, ça prend un autre sens. Par exemple, pour l'éducation à l'énergie, suite à Fukushima, les élèves de Tokyo étaient beaucoup plus réceptifs aux enjeux énergétiques parce qu'ils avaient expérimenté des coupures d'énergie dans leur quotidien, en fait. Voilà, donc le lien avec le local. Et dernière chose, en fait, on parle d'atténuation, de sensibilisation, d'adaptation, mais de plus en plus, je pense qu'il faut aussi se former à une éducation vraiment transformative. Alors, ça peut peut-être être des mots comme ça, mais le côté transformatif de l'éducation, il est essentiel. Il apparaît désormais dans les travaux en sciences de l'éducation, et même certains n'hésitent pas à parler de l'éducation transgressive. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ah oui, si, j'ai encore un petit dernier truc. Vous connaissez ça? Drawdown, comment inverser le cours du réchauffement planétaire? Non, mais en fait, c'est ça qu'il faut transmettre à nos élèves. C'est des sources d'espoir. Oui, voilà, d'espoir et des choses aussi positives. En tout cas, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce patchwork, finalement, d'initiatives, de projets, d'intérêt, d'envie, qui, espérons-le, donnera l'envie à de nombreux enseignants de se pencher de plus près sur ce sujet de l'enseignement du changement climatique. Merci à toutes, merci à tous. Je veux partager avec vous peut-être quelques références, voilà, que vous pourrez aller voir, l'Office for Climate Education, le site de notre affaire à tous, le centre pilote, la main à la pâte, Oise Nogent, où effectivement on a des liens sur des vidéos très intéressantes, je vous invite à aller les regarder. La lettre d'information Edicitera, donc avec le lycée franco-allemand de Fribourg, la tribune éducation à la citoyenneté terrestre parue dans Ouest France, toujours avec le lycée franco-allemand, le rapport spécial du GIEC réchauffement 1,5 degré, qui est ce résumé à destination des enseignants fait par l'OCE, donc extrêmement didactique, je l'ai lu, il est vraiment génial, allez le lire. La rentrée climat de la fresque du climat, le site de la fresque du climat, et puis différentes ressources, des cahiers pédagogiques, et notamment le numéro l'urgence écologique, un défi pour l'école, le numéro 560 sorti en mars-avril 2020. Voilà, merci à toutes, merci à tous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain TEDx si j'arrive à passer la diapo. Voilà, vous devez le voir. Le prochain rendez-vous, eh bien, c'est le 10 février 2021. Quelle pratique de coéducation sur un espace muséologique enfant? Quel rôle joue l'accompagnateur de visite? Donc, même jour, même heure, le 10 février. Merci encore à toutes et à tous. À la prochaine. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.